Je m'appelle Bianca, je vous souhaite la bienvenue. Je travaille comme coordinatrice du secrétariat mondial de Menengage Alliance et aujourd'hui, nous allons commencer notre séance, la troisième de cette séance, de ces séances de CABC et de la campagne HeCareZA, une campagne faite en partenariat avec ONU Femmes. Je cède donc la parole sur cela à Genali. Je vais cesser de partager mon écran et Lina Genali au micro. Merci beaucoup de cette présentation, Bianca. Aujourd'hui, nous sommes vraiment ravis de pouvoir participer à cette activité, de vous avoir vous tous ici. Nous aimerions vraiment vous entendre poser des questions, vos commentaires. Nous avons beaucoup de personnes expertes dans la salle. Nous avons des salles de réunion séparées, donc nous aimerions bien avoir un espace pour partager les connaissances. Nous sommes vraiment très heureux de partager les outils et les méthodologies sur lesquels nous avons travaillé pour les utiliser sur les réseaux sociaux afin d'éviter la violence en ligne. J'aimerais bien vous écouter et apprendre de votre propre expérience dans ce secteur et dans vos contextes particuliers. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de savoir que vous êtes là et je suis heureuse de voir qu'il y a des personnes de partout dans le monde qui ont travaillé avec les technologies, avec les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui nous permet de diffuser partout dans le monde. Je suis vraiment heureuse. Je remercie donc l'Union européenne, la Fondation Ford. Et maintenant, nous allons aborder le thème concernant l'organisation pour éviter la violence en ligne. Et il y a 3 domaines qui comprennent la division sociale et politique. Nous essayons toujours de travailler là-dessus pour défendre la démocratie et pour défendre les constitutions, l'état de droit, les choix et les élections. Il y a ensuite le travail que nous faisons sur les préjugés sociaux où nous essayons d'éviter la misogynie, la violence sexiste, le racisme, et nous travaillons aussi dans l'espace de tout ce qui comprend la communauté LGBTQI+. Et il y a ensuite le volet de la sécurité de la santé publique. Pendant la pandémie de la COVID-19, nous avons beaucoup travaillé, nous avons préparé beaucoup d'informations sur les vaccins et d'autres thèmes y afférents. Il y a aussi des capacités sur lesquelles nous avons travaillé. Il y a aussi l'aspect académique. Il y a des équipes de big data ou des grandes données, des équipes de discussion et pour la création de contenu. Nous créons des contenus qui sont publiés sur les réseaux sociaux, qui sont transmis par télévision et par les différents médias. Et il y a l'équipe médias et communication de l'industrie et les équipes concernant tout ce qui est lié à la communication. Alors, nous allons nous centrer dans ces séminaires en ligne sur la manière d'éviter les violences assistées par la technologie, et ceci, ou la violence basée sur la technologie. Donc, cela fait partie du programme HeCareZA. Et c'est quelque chose qui a été présent au cours des 3 dernières années. Jeff est un membre senior de notre équipe et ils ont expérimenté différents types de médiation et des mouvements qui ont dû faire face à la violence dans les médias, dans les réseaux sociaux. Et ils travaillent
sur les négociations, les différentes négociations, ils ont vraiment une très grande expérience au moment de travailler avec les différents types de violences. Jeff a eu des difficultés techniques, je ne sais pas. Jeff, vous êtes là? Oui, on peut vous écouter parfaitement. C'est très bon. Jeff Maputa au micro. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais vous présenter brièvement ce qui suit. Nous croyons que c'est les hommes qui peuvent contribuer à la minimisation ou à la disparition de la violence sexuelle et sexiste. Nous avons essayé, nous essayons de voir comment modifier ce lien qui s'est transmis de génération en génération, la manière de socialiser les hommes, comment ils ont transmis cela. Nous savons que c'est difficile pour les hommes d'en parler avec d'autres hommes, de parler avec d'autres hommes sur la violence sexuelle et sexiste. Mais il est important de s'aligner sur ce point avec d'autres hommes pour en parler et pour voir ce que l'on peut faire en prouvant en tant que père ou en tant qu'ami, en montrant nos émotions et pouvoir accorder à d'autres ou aider les autres à acquérir des compétences pour interagir avec d'autres hommes. Et à propos de la violence, à propos de la paternité, à propos de la manière dont les hommes peuvent être les hommes de l'avenir. C'est quelque chose qui va en sens contraire de ce que l'histoire nous a montré. Dans différents contextes, nous continuons à avoir à nous battre contre la violence entre les hommes qui est toujours présente. Nous savons donc que ces hommes-là sont blessés et qu'ils blessent donc les autres, les personnes blessées, blessent d'autres personnes. C'est pour cela que nous visons à guérir ces personnes-là pour qu'ils puissent ou pour qu'elles puissent mieux traiter les autres. Nous essayons d'engager les hommes sur cette voie. Nous devons le faire avec la coopération de tous et trouver un nouveau chemin pour en finir avec la violence. Jenna Lee au micro. Merci, Jeff. Comme on le disait au début, nous vous disions que vous pouvez taper vos questions ou vos commentaires sur la fenêtre du chat. Nous travaillons avec différentes personnes d'Afrique, de l'Afrique, de l'Europe. Nous allons donc voir ce que nous faisons. Nous avons des membres de notre équipe francophone, des membres francophones qui ne sont pas présents, mais qui peuvent bien sûr écrire leurs commentaires et leurs questions dans la fenêtre du chat. Une partie très importante de notre projet concerne les réseaux sociaux et les outils pour accueillir, recevoir les différentes opinions. Ceci se fait en temps réel, donc on n'a pas les résultats qu'on aurait dans les focus groups. Voilà donc comment on voit apparaître la complexité de ce que disent les personnes, enfin, en ce qui concerne le matériel documentaire académique qui a été présenté. Nous voyons différents auteurs, nous pouvons voir comment les personnes discutent à propos de ça, quelles sont les différentes opinions à ce propos, à propos de la paternité, de la manière dont la violence sexuelle et sexiste apparaît
On peut discuter aussi de la manière d'être père et des questions culturelles qui sont transmises d'une génération à l'autre et comment les personnes explorent tout cela quand elles vont dans le sens d'une culture plus moderne, plus mondiale et la manière dont les générations explorent ces différentes perspectives. C'est vraiment très intéressant de voir la complexité. Nous pouvons voir aussi les différentes matrices et comment les dialogues évoluent avec le temps. Les points centraux des dialogues et des discussions, nous pouvons voir la situation géographique, c'est-à-dire où se trouvent les points principaux de la violence sexuelle et sexiste. Nous pouvons voir aussi dans la classification des genres, de langues, et nous pouvons disposer d'informations vraiment très intéressantes, très détaillées de ce qui se dit. Comme je vous le disais, nous voyons qu'il faut accorder un grand soutien dans ce secteur et travailler avec d'autres organisations, avec d'autres institutions pour que les personnes qui s'occupent du plaidoyer pour en finir avec la violence puissent avoir le soutien nécessaire pour poursuivre leur travail. Il y a différentes interventions. Je vais m'étendre un tout petit peu plus à propos de ça, mais ce à quoi nous visons, c'est les points d'entrée dans les conversations, c'est-à-dire si nous nous servons d'un langage ou d'un jargon académique, universitaire, il y a eu beaucoup de dialogues, de discussions où il y a des questions qui doivent tourner autour de questions plutôt théoriques et où il faut éviter un peu le niveau émotionnel. Pardon. Je pense qu'il y a une petite question technique, mais on reprend alors. Donc, nous avons différents points d'entrée aux conversations pour que les personnes puissent se sentir concernées. Nous utilisons ces outils d'écoute dans les réseaux sociaux pour pouvoir parler, échanger, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux et mettre un point final à la violence basée sur le genre. Et jusqu'à présent, ce que je peux dire, c'est que nous avons 50 000 entrées dans lesquelles on parle de misogynie, de violence basée sur le genre, etc. Donc, l'idée est la suivante. Comment nous pouvons mettre fin, ou plutôt comment nous pouvons faire des formations pour pouvoir établir des dialogues dans différentes langues, dans différents contextes, où l'on apprend les hommes à maintenir ce type de conversation avec d'autres hommes, c'est-à-dire comment ils peuvent formuler une question, comment ils peuvent faire en sorte que leurs partenaires réfléchissent également à la violence basée sur le genre pour qu'il y ait vraiment des changements dans leurs esprits, n'est-ce pas, pour qu'ils n'aient plus des idées misogynes, pour qu'ils changent leur perspective. Nous leur montrons également ce qu'ils peuvent répondre lorsqu'il y a une blague faite par un collègue, n'est-ce pas, du type sexiste. Il y a des commentaires problématiques, disons ce qu'ils pourraient dire aux hommes qui mentionnent et qui font des commentaires envers, disons, malveillants envers les femmes. Ils peuvent aussi joindre des groupes de Facebook, des groupes de WhatsApp. Il y a un soutien permanent. Nous pouvons partager avec eux du contenu pour voir comment ils peuvent commencer, n'est-ce pas, les conversations avec d'autres hommes. Et il y a aussi une équipe de dialogue interne qui est en ligne. Ils peuvent y participer, ils peuvent participer à des conversations en ligne et ils peuvent de cette manière, n'est-ce pas, contribuer au changement. Il est très important de savoir qu'il y a un continuum, que nous recrutons des milliers d'hommes à travers ces groupes
nous avons des conversations pour pouvoir, disons, aborder ces sujets pour leur donner du soutien pour commencer de nouvelles conversations avec des hommes en ligne ou en présentiel. Nous le faisons aussi à travers Twitter, TikTok, Facebook, comme j'ai déjà dit. Et nous utilisons aussi la participation par secteur. Il y a des partenariats avec l'industrie du transport, différentes entreprises de différentes filières, peut-être des ONG également. Nous travaillons aussi avec des syndicats et aussi avec des entreprises de vente d'alcool, de boissons alcooliques, pour que la misogynie puisse être débattue et discutée dans, par exemple, un bar. Cela, on le fait dans tout le territoire de l'Afrique du Sud. Nous essayons de fournir aux personnes des outils, des documents. Nous essayons aussi de soutenir d'autres ONG pour modifier les récits au long du temps et éviter ainsi la violence sexiste. J'aimerais parler brièvement de la méthodologie pour faciliter le dialogue. Moi, je suis psychologue. J'ai une expérience en matière de groupe de paternité, de maternité dans le secteur des ONG, des associations qui n'ont pas de but lucratif. Et comme je l'ai déjà dit, Jeff travaille aussi dans ce même secteur et nous mettons en œuvre une dynamique qui inclut toute une équipe de personnes qui travaillent avec nous, qui ont une grande expérience en matière de réseaux sociaux. Donc, nous utilisons toutes nos connaissances et nous adaptons la facilitation du dialogue qui devrait être fait en présentiel, mais nous l'adaptons pour qu'il soit fait en ligne, dans les réseaux sociaux où il y a parfois des discours de haine, des clivages. Et alors, nous aimerions que les personnes s'engagent à établir ce type de dialogue, n'est-ce pas, bienveillant. Nous savons aussi que parfois, nous avons des conversations avec des hommes et nous attirons, heureusement, leur attention. Et disons, de cette manière, ils se sentent plus concernés. Et c'est quelque chose que nous essayons de faire. Et nous avons également un retour d'expérience et nous savons que beaucoup d'hommes peuvent faire, disons, une introspection et peuvent avoir des conversations plus utiles parce qu'ils ne se sentent pas, disons, dans une position de confrontation. L'idée, c'est de créer un espace sûr, que les personnes se sentent entendues. Donc, nous permettons que dans ces espaces, les personnes expriment leurs perspectives. Nous leur posons des questions pour qu'elles puissent partager leurs expériences, leurs perspectives et surtout, nous les entendons. Et ensuite, nous continuons, n'est-ce pas, la conversation et nous les invitons à réfléchir à leurs peut-être croyances, des croyances qui peut-être peuvent être malveillantes. Donc, nous essayons que les personnes approfondissent davantage, n'est-ce pas, leurs réflexions, qu'elles réfléchissent à ce qu'elles disent en ligne. Nous allons ensuite vous donner quelques exemples avec Jeff et nous allons voir aussi si cette information peut ou non produire vraiment des problèmes. Et nous devons aussi voir qui est le propriétaire de la vérité, qui est le propriétaire des faits. L'idée, c'est peut-être que ces personnes ne doivent pas se critiquer entre elles, mais nous essayons toujours de faire participer le public. Le public doit participer également à cette idée de désinformation et ce même public devrait commencer à mettre en question disons, leurs croyances. Donc, il y a une prise de conscience générale chez le public. L'Université de Washington a étudié cette méthodologie. Les résultats ont été très positifs. Les gens, les personnes concernées partagent leurs informations, leurs croyances, etc. Mais elles partagent
et disons, ils ont participé à cette étude et nous avons eu un retour d'expérience vraiment très intéressant. Nous passons à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Jeff, je te donne la parole. Bonjour à vous tous et toutes. Je suis Kyle Jans. Moi, je travaille aussi dans le Centre d'analytique et de changement comportemental. Sûrement, vous avez déjà entendu beaucoup d'informations de la part de Gina Lee, mais tout ceci ne serait pas possible sans votre aide. Ça, il faut que je le dise. Et sans ton aide, Gina non plus. Donc, merci beaucoup. Moi, je suis facilitateur de dialogue. Et nous faisons aussi des mesures sur les impacts que nous obtenons. Donc, la première chose à remarquer, c'est qu'il faut faire une recherche et établir un dialogue d'une manière circulaire. C'est-à-dire là, les perspectives vont guider cette facilitation. Nous avons donc une conversation et pour pouvoir donner ou aboutir à une plus grande compréhension de l'analyse, il faut passer par ce dialogue. Cette facilitation du dialogue crée un feedback en matière de tout ce qui a été commenté dans ces conversations. Et l'idée est de pouvoir avoir un panorama plus holistique à propos de ce qui se passe dans les réseaux sociaux et du contenu qui y est partagé. Voyons maintenant le rapport de recherche. Nous devons comprendre la discrimination. Nous devons entendre la discrimination de genre à travers l'analyse des réseaux sociaux pour pouvoir étudier les conversations en ligne. Et ces trouvailles, nous les obtenons à travers une méthode participative. Oui, voici les trouvailles que nous avons obtenues à partir de ce dernier rapport. Et là, des informations, les données concernent différents sujets qui maîtrisaient les conversations. Cela concernait des pratiques à propos de sentiments négatifs. Les sentiments ne pouvaient pas être confirmés et les sentiments exprimés ne reflétaient pas la culture traditionnelle concernant le prix de la future mariée. Il y avait des publications qui marquaient la pression et financière et sociale que les hommes recevaient. Il fallait, disons, faire en sorte que les femmes soient contentes et cela entraînait des préoccupations et cela provoquait aussi des problèmes de santé, disons, psychologiques chez les hommes. Il y a eu une visualisation de plus de 2 millions de fois. C'était les hommes qui exprimaient leur peur envers d'autres hommes. L'équipe de facilitation du dialogue utilise toutes ces perspectives du point de vue de l'écoute des conversations qui ont lieu dans les réseaux sociaux. Et pour inspirer cette facilitation de dialogue, on prend ces éléments et on voit ce qui se passe lorsque les conversations arrivent et pouvoir faire des designs et motiver la participation. Nous utilisons donc différentes manières d'agir dans cette équipe, au sein de l'équipe de facilitation. La première chose que nous faisons, c'est de pouvoir comprendre la conversation qui a lieu en ligne d'une manière plus profonde, de pouvoir guider notre travail à partir de ces groupes pour obtenir plus de conversations dans les secteurs focalisés comme étant les plus, disons, les secteurs les plus saillants. Dans une première étape du rapport, nous observons un fil concernant les hommes où l'on partage les expériences et il faut là créer des conversations parce que nous observons que les hommes ne nous observons. Alors, pardon, maintenant nous allons passer à la perception de la société. Donc, tout d'abord les conversations, ensuite cette perception de la société par rapport à certaines pressions
sur les hommes ou sur les femmes. Les hommes qui doivent contenter les femmes ressentent des pressions. Ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Parfois, il y a aussi des sentiments envers des animaux, mais tout cela parfois peut entraîner certains diagnostics concernant des maladies mentales, des maladies plutôt psychologiques, parce que la facilitation du dialogue doit être également faite en ligne. Lorsque cette phase est accomplie, chaque individu est inclus dans un récit. Il y a, disons, une vision narrative. Comme ça, on peut continuer à observer la conversation qui se développe. Et là, il y a une pluralité de sujets. Nous pouvons comparer les différents projets avec leur portée. Nous avons 47% de cela et c'est une proportion significative. Ceci ne doit pas être interprété comme le fait que nous encouragions la violence. Non, cela concerne le fait que les hommes posent des questions sur la violence. Le dialogue concerne aussi les thèmes qui apparaissent dans la conversation. On encourage aussi une vision plus positive. Si nous parlons par exemple du design des réseaux sociaux que nous suivons, nous contrôlons aussi, nous voyons aussi, nous concevons, nous faisons cette conception dans plusieurs langues. Nous nous servons aussi de l'argot, du langage conversationnel. Oui, enfin, et cela encourage la réflexion de chacun. C'est
quelque chose que l'on pourrait faire. Donc, pour les utilisateurs, il y a de nombreuses conceptions qui sont utilisées par les facilitateurs. Et ces conceptions sont disponibles pour les partenaires externes aussi. Et cela est fait pour soutenir le travail des facilitateurs et des activistes dans le monde numérique. Ceci peut être utilisé aussi au moyen du système d'intelligence artificielle. Nous pouvons voir quelle est la nature de chacune de ces conceptions, chacun de ces designs pour déclencher la discussion. Et c'est pour que vous ayez une idée de la façon dont cela se fait dans la recherche à gauche. Vous verrez le design qui dit que lorsque les hommes, les jeunes hommes ou les jeunes garçons entendent dire que l'on encourage un agenda, bon, cela signifie qu'il y a une première recherche sur une frustration. On dit aux jeunes garçons qu'ils qu'ils donnent lieu à un agenda lorsqu'ils parlent de leur première expérience sexuelle avec une femme adulte, où ils montrent cela parfois. Voilà d'autres designs qui sont semblables pour montrer comment ils se sentaient ou enfin, quel était leur sentiment, leur sensation quand ils grandissaient, au fur et à mesure qu'ils grandissaient. L'importance de ces designs ou de ces conceptions est de pouvoir déclencher un dialogue, une conversation, une discussion. Nous pouvons maintenant aborder la question des partenaires externes. Kyle, merci beaucoup. Je m'appelle Ringen van Rieskieft. Je suis experte dans le domaine des ONG pour ce qui concerne la mise en œuvre de programmes et la facilitation de la discussion. Je suis aussi facilitateur de dialogue quant aux partenaires que nous, enfin, recrutons. Nous recrutons des partenaires hommes au moyen de ces outils des réseaux sociaux pour détecter la violence en ligne. Nous avons identifié 45 000 hommes qui font entendre leur voix et nous leur envoyons des messages pour les inviter à voir cette formation pour la facilitation du dialogue dans notre site web et pour qu'elles puissent aussi apprendre à écouter, à parler et inviter d'autres hommes. Nous leur fournissons des outils pour pouvoir entamer ces dialogues et ces discussions et pour qu'ils puissent participer à la réduction de la violence sexuelle et sexiste. Nous avons aussi ces jams de dialogue, de discussion. Il s'agit de réunions de collaboration où nous écoutons de la musique et où nous avons des discussions pendant que nous avons un dialogue en ligne. Bien sûr, il y a des moments plus intenses dans les conversations et cela fait apparaître des croyances et qui nous permettent aussi d'amplifier ces messages. Nous, bien sûr, nous invitons des activistes dans ces discussions externes et nous avons des dialogues et des débats sur des questions externes. Nous allons faire une séance ouverte mardi prochain. Si vous voulez, vous pouvez ajouter votre nom sur le dialogue du chat pour vous inviter. Sur la manière de participer à ce travail que nous faisons, bien, nous concevons toute la participation des activistes, nous la concevons pour qu'ils puissent participer en ligne et qu'ils puissent partager d'autres ressources pour pouvoir maintenir ces dialogues. Cela inclut le partage des derniers résultats, des dernières recherches. Nous partageons aussi ces petits conseils d'illustration sur notre site web où l'on peut accéder à différents contenus pour partager dans les réseaux sociaux, pour pouvoir entamer des discussions sur la paternité ou la violence sexuelle et sexiste.
Nous partageons aussi le dialogue, le deck de dialogue, les diapos de dialogue où vous avez des espaces qui sont sûrs pour décourager les discours haineux. Et là, nous nous appliquons à essayer de changer ces croyances et nous enseignons à s'exprimer différemment. Vous avez là différentes sortes de réponses qui sont suggérées, établies par les facilitateurs, où l'on montre par exemple comment on peut répondre lorsque le dialogue devient de plus en plus violent. On peut aussi discuter, partager des expériences et on peut établir un réseau de soutien. Il y a aussi un WhatsApp d'activisme social que vous pouvez rejoindre. Là, nous partageons aussi des informations. Nous avons relancé notre réseau WhatsApp. Et là, vous pouvez avoir accès à des ressources, à des méthodologies vous permettant de vous engager en ligne et de provoquer un effet d'avoir une influence. Je vais partager maintenant quelques commentaires du chat. Ensuite, quant aux activistes dans le monde digital et numérique, cela fait partie de notre stratégie de diffusion et d'élargissement de notre portée envers différents secteurs. Cela concerne des associations, des syndicats et des associations d'apprentissage éducative et autres. Et cela nous permettra d'avoir un effet plus profond sur le public et plus large. Nous avons aussi une équipe qui nous aide à recruter des activistes et nous allons donc proposer des formations pour les activistes. C'est quelque chose sur quoi nous sommes très enthousiastes. Nous avons établi aussi des collaborations pour avoir des campagnes d'activisme, pour voir notre influence sur la campagne du genre. Nous utilisons différentes plateformes et différents réseaux sociaux. Nous nous servons du matériel imprimé et nous avons des annonces publiques dans les radios, sur les réseaux sociaux et vous pouvez participer là aussi. Il y a différents canaux aussi pour favoriser ce type de mobilisation. Notre idée est d'offrir des ressources pour que vous puissiez participer. Toutes nos ressources ont été développées et adaptées à différents types d'activistes, par exemple pour des personnes de l'industrie, pour disposer d'un contenu particulier qu'ils vont co-créer avec le leader de l'équipe et avec les personnes qui sont concernées dans ce secteur. Il y a différents groupes WhatsApp qui ont une planification pour lesquels il y a une participation possible pour que les participants puissent justement agir au quotidien et pour qu'ils puissent voir comment s'engager de plus en plus sur cette voie. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé à ce sujet, vous pouvez nous envoyer un courriel ou nous contacter pour pouvoir travailler ensemble. Et nous allons donc partager tout ce matériel à la fin de la présentation. S'il y a quelque chose dans tout ce matériel qui vous intéresse et que vous voulez entamer des actions, vous pouvez vous servir de notre boîte à outils et vous pouvez vous servir de tout ce matériel pour avoir des conversations avec vos collègues, à propos de thèmes plus complexes, plus difficiles d'abord. Vous pouvez parler aussi contre les attitudes violentes des hommes en ligne. Vous avez le pouvoir de faire cela. Vous pouvez
faire une différence, vous pouvez susciter le changement et vous pouvez en finir avec ce problème. Nous disposons aussi d'un contenu de publicité de haut niveau. Le docteur Riyad Moussa, qui se sert de sa formation pour aborder ces thèmes qui sont tellement difficiles et pour démontrer pourquoi nous devons être un moteur de changement pour en finir avec la misogynie. Il aborde aussi la question de la paternité et des différents rôles concernant le sexe. Vous pouvez voir ces vidéos sur YouTube. Nous estimons que nous sommes toujours une source de soutien dans ce domaine. Nous encourageons tous ceux qui veulent faciliter les dialogues et les activistes numériques à donner leur soutien aux organisations. Nous vous encourageons à prouver, dire que vous aimez certaines pages justement de ce type où l'on s'occupe de la violence et ce genre de problèmes. Nous remercions tous ceux qui ont abordé le thème. Je suis vraiment très heureuse de vous entendre, de vous écouter. Et je remercie aussi tous ceux qui ont présenté leurs questions dans la fenêtre du chat. Nous allons maintenant nous séparer en salle, mais je voulais vous remercier d'avoir écouté ces présentations. Nous avons des informations très intéressantes venant de différents pays, du Nigeria par exemple. Vous pouvez donc écrire ce que vous voudrez sur le chat pour continuer à discuter dans ce contexte, car l'intérêt est très grand dans différents pays à ce propos. Nous sommes donc maintenant prêts à nous distribuer dans les différentes salles. L'idée est de voir comment on peut appliquer ces différents outils dans différents contextes. Évidemment, les personnes de chaque salle devraient avoir une même expérience. Alors, nous serions très heureux d'écouter vos retours d'expérience, vos idées, vos opinions et tout ce que vous allez commenter, enfin, ce qui suscite votre intérêt, quelles sont les options que ces outils vont vous permettre d'aborder, les approches dans chacun de ces contextes. D'accord. Alors, nous allons reprendre nos activités. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus encore une fois. Nous allons maintenant partager. Nous avons 20 minutes pour partager ce que, disons, le résultat de vos discussions, peut-être aussi des questions. Vous pouvez, si vous voulez, lever la main et faire des commentaires ou poser des questions. Alors, Obi. Bonjour, je suis ravie d'être ici parmi vous. J'aimerais savoir si vous travaillez avec des universités pour obtenir un engagement de la part des hommes et s'il y a aussi des rôles dans les universités et comment ce que vous faites peut être inclus dans des projets. Merci beaucoup pour ton intérêt dans notre travail. Tu as fait partie de notre groupe. L'audio n'était pas très clair, donc je te prie de m'excuser si la réponse n'est pas exactement celle que tu demandes, mais je pense que tu nous posais une question à propos des universités. Et alors, oui, nous travaillons. Nous avons une cuveuse avec l'université en Afrique du Sud. Nous avons développé beaucoup de travaux
académiques et actuellement, nous collaborons avec des chercheurs et des chercheuses experts, avec des doctorants et doctorantes aussi. Nous avons des groupes d'activistes numériques qui sont recrutés dans les universités justement parce que nous savons que c'est un endroit merveilleux pour que les hommes s'engagent, pour qu'ils développent des nouvelles idées. Nous savons qu'il y a énormément de talents dans le monde académique qui pourraient, bien entendu, enrichir nos programmes. Et les groupes développent aussi beaucoup d'activités, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si mes collègues veulent faire un complément de réponse. Oui. Tu as mentionné que nous essayons de recruter du talent, de faire en sorte que ces talents participent à nos projets. Nous essayons aussi de faire grandir cette activité pour qu'elle ait aussi un impact, disons, sur la société. Oui, merci beaucoup, Kyle. Saïd, je pense que tu as levé la main. Je ne sais pas si tu veux parler. Oui, je voulais vous commenter quelque chose à propos de mon pays. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Je viens du Pakistan et tel que cela a déjà été dit, les hommes ne sont pas euh, sûrs dans mon pays. Et surtout, les libéraux se concentrent sur les droits des femmes, mais personne ne porte son attention sur les hommes. Les hommes passent par une situation très difficile et ils souffrent beaucoup. Merci beaucoup pour avoir partagé ce commentaire avec nous. Sied, euh, c'est un commentaire très important et il est vrai aussi que les hommes passent par des situations très difficiles. Donc, si tu veux partager ton mail ou une manière afin de pouvoir te contacter, ce serait idéal. On aimerait bien connaître le contexte du Pakistan à travers, n'est-ce pas, ton contact. Oui, je vais inclure mon numéro de téléphone sur le chat. Merci beaucoup, Sied. Oui, est-ce qu'il y a encore de commentaires? Oui, je vous prie de lever la main et d'ouvrir vos microphones. Mukabeshi Mana, tu veux prendre la parole? Je m'excuse si j'ai mal prononcé ton prénom. Mukabeshi Mana, tu pourrais ouvrir le microphone et partager tes commentaires avec nous? Ou peut-être John, Lufu Caribou, Toli, si tu veux prendre la parole. Je crois que les personnes qui ont levé la main ne peuvent pas ouvrir leur microphone. Vous pouvez directement ouvrir le microphone. Hein? Oui, moi, j'aimerais dire quelque chose. J'aimerais savoir s'il y a des initiatives aux Caraïbes. Non, malheureusement non, mais c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être, n'est-ce pas, envisager dans l'avenir. Donc, Nicole, si tu peux partager ton numéro de téléphone avec nous,
Oui, sur le chat, ce serait idéal, ou ton courrier électronique, comme tu voudras. Et oui, il serait très intéressant de commencer à explorer ces aspects-là aux Caraïbes. Pablo? Oui, bonjour. Bonjour depuis Costa Rica. C'est une excellente opportunité pour pouvoir partager avec vous ce sujet tellement important, l'impact de la violence patriarcale et misogyne dans les réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup pour avoir partagé votre projet avec nous en Amérique latine. On discutait dans notre groupe, il y a un besoin important de réfléchir à ce sujet et des initiatives comme celles que vous proposez sont importantes. Et je sais qu'il y a quelques pages des réseaux sociaux qui veulent aborder le sujet, cette question du machisme, néomachisme, patriarcat, misogynie. Hier, je commentais qu'un élément qui a attiré mon attention, c'est que lorsqu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord et qui entrent dans la conversation, n'est-ce pas, et qui obtiennent et donnent une réponse violente aux autres, alors, depuis ces espaces, on répond également avec de la violence. Donc, j'ai bien aimé que les images que vous avez projetées et vos ressources, les ressources que vous utilisez, je me demande si vous le faites depuis un espace propositif et non violent. Donc, je pense que ces espaces d'entraînement sur la manière d'interagir sur les réseaux sociaux et la manière de répondre, c'est quelque chose dont on a énormément besoin ici en Amérique latine. Et je souhaite que ce projet puisse être apporté à notre contexte pour pouvoir l'adapter et atteindre la population d'une manière plus stratégique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pablo. Merci beaucoup pour ton apport. Oui, parce que tu as bien compris, disons, le cœur de ce que nous faisons. Donc, merci beaucoup pour tes propos. Et oui, effectivement, nos projets sont applicables à ton contexte. Toi, tu es l'expert, n'est-ce pas, en la matière. Donc, moi, je suis très enthousiasmée par ce que tu as partagé. Bianca nous a demandé de partager quelques leçons que l'on a pu tirer. Et je pense que toi, tu as mentionné l'une de nos meilleures leçons tirées de ce projet, c'est-à-dire nous avons longuement parlé du fait que les hommes n'ont pas un espace, n'est-ce pas, pour pouvoir aborder ces sujets dans un format particulier, que s'il y a une personne très violente, en général, on aborde cette personne avec plus de violence, n'est-ce pas, et avec plus de bullying. Et ça, évidemment, ce n'est pas une manière, ou ce n'est pas la manière de changer les comportements. Il faut voir différentes manières d'aborder cette situation et utiliser les réseaux sociaux pour que les gens se sentent à l'aise, pour que les gens puissent partager, réfléchir ensemble. Et on fait ce type de choses en utilisant une langue plutôt informelle au lieu de parler de patriarcat ou de misogynie, parce que ce sont des mots qui peut-être font que les gens n'accèdent plus à la conversation. Il faut utiliser le langage de gens de la rue, disons. Et il y a aussi les images, n'est-ce pas? Il y a une très bonne formation en matière de récit, en matière d'images utilisées. Et cela nous montre, n'est-ce pas, une image qui nous donne plus d'espoir. Oui, une situation qui nous donne plus d'espoir. Nous essayons de promouvoir toujours des messages positifs, mais cela, disons, et cela fait partie également de ce que nous faisons. Jeff, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose concernant tout ce que nous venons de commenter. Oui, on t'écoute. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on n'entend pas les hommes et que les hommes souffrent aussi, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais faire quelques commentaires à propos de cela, n'est-ce pas? En général, nous sommes socialisés en tant qu'hommes et d'autres hommes se moquent de nous lorsque nous montrons nos souffrances, lorsque nous exposons nos souffrances. Et la violence, en général, provient de la part des hommes
Et nous adoptons cette approche et nous disons oui, c'est bien de pouvoir exprimer ses propres souffrances, ses douleurs, de pouvoir partager avec d'autres hommes la manière dont nous nous sentons. C'est bien d'exprimer des sentiments entre hommes. Et par rapport à ce qu'on disait avant, disons, les hommes se socialisent à travers la souffrance, à travers la douleur. Et c'est ce qu'on peut faire dans ce programme, c'est-à-dire montrer les sentiments depuis les hommes. Merci beaucoup Pablo, merci beaucoup Jeff pour avoir partagé vos commentaires. Pablo, permets-nous de commenter notre programme. Partage avec nous ton téléphone ou ton courriel. Oui, nous pouvons travailler ensemble. Alors, Antonia maintenant. Antonia, oui, voilà. Nous sommes très heureux que vous ayez pu nous rejoindre. C'est agréable de voir des visages que l'on connaît. C'est vraiment très intéressant d'écouter tout ce que travail que vous faites. C'est vraiment extraordinaire. Et j'ai 2 questions, parce que je ne les ai pas formulées, enfin d'une façon pas très claire. J'apprécie énormément l'approche, participative, cette approche qui évite l'aliénation, c'est de participer avec les hommes, avec les garçons. Jeff expliquait comment cela se fait. J'aimerais bien entendre parler davantage de cela, voir comment on peut apporter, ce changement, comment est-ce qu'on peut déclencher ce changement? Première question. Deuxième question, je ne sais pas comment cela peut être articulé. Je me demandais, enfin, je réfléchissais aussi à cela, comment les médias, les réseaux sociaux sont, le moyen pour la sexualisation et pour les femmes, mais pour les hommes aussi, mais comment cela se traduit dans la vie réelle, dans la violence sexuelle et sexiste? Je me demande, enfin, c'est difficile de participer dans ce domaine, mais nous pourrions peut-être pour voir comment nous pouvons interagir. Je crois que les réseaux sociaux nous font reculer euh, quant à la violence sexiste et sexuelle. Et une autre question, c'est que, enfin, je suis très heureuse d'entendre, euh, de vous entendre utiliser des mots, enfin, qui sont du langage parlé, très, très commun, bon, que vous n'utilisez pas ce lexique tellement académique finalement. Donc, comment faites-vous, comment faites-vous pour rendre compte de tout cela, de ce travail sur la masculinité, en ce sens qu'il y a des mouvements de femmes? Comment vous assurez-vous de conserver cette participation des mouvements des femmes dans différents pays, même si vous n'utilisez pas la même terminologie que les féministes? Comment faites-vous pour rendre compte de votre travail face au mouvement féministe? Merci de votre travail. Jenna Lee au micro. Merci beaucoup pour tes questions et particulièrement celles qui sont difficiles à présenter. Ce sont des questions vraiment intéressantes parce que l'on apprend toujours davantage des questions posées par les gens. Cela nous pousse à approfondir notre réflexion. Je vais céder la parole à Jeff pour qu'il y réponde. Mais quant au mouvement féministe, je pense que c'est un point essentiel, celui que vous avez soulevé. Nous travaillons avec de nombreuses organisations féministes et il y a de nombreux mouvements féministes en fait. Et évidemment, bon, moi je suis gestionnaire de projet, je suis responsable d'un projet, je fais partie du monde féministe. Nous rendons compte de cela. Si vous avez d'autres suggestions à ce propos, la manière de collaborer à cet égard, ben, c'est important. Je crois que c'est inclusif, que c'est important, très important d'avoir disons, le retour d'expérience de cette voie, parce que nous faisons partie
de ce mouvement. Et un autre point sur lequel je voulais enfin partager cela, quand j'ai commencé dans ce projet, il y avait 3 ans et demi que je travaillais et je n'avais pas fait mon master, je n'avais pas lu tout le matériel universitaire, académique à propos des masculinités. Donc, toute cette terminologie, non. Donc, l'une des grandes leçons que j'ai pu apprendre, c'était justement que si toutes les connaissances et les connaissances universitaires m'avaient formée, il ne fallait pas que je me serve de cette terminologie. Il fallait que j'utilise des termes que les gens puissent mieux comprendre, avec lesquels ils se sentent plus engagés. Voilà, je te cède la parole, Jeff, au cas où tu voudrais répondre. Ce n'est pas pour y répondre, mais pour faire un commentaire, pour mettre l'accent sur ce point. La langue, le langage peut être vraiment aliénant. La problématique que nous abordons, c'est une problématique qui affecte les gens, Monsieur X, Madame X, les gens lambda. Et le langage qu'on utilise la plupart du temps, c'est le langage des ONG. Parce que l'on tend à se servir d'un langage académique, un langage qui est aliénant. Et cela éloigne les gens. Les gens ne veulent pas y participer. Cela, enfin, éteint leur intérêt. Toutes ces questions, cette question de la masculinité, ce n'est pas la langue de tout le monde. En Afrique du Sud, nous nous servons du langage de la rue, hein, de l'argot, le langage de tous les jours, celui dont les jeunes gens se servent, celui qu'on utilise dans des quartiers particuliers. Donc, nous nous servons des termes que les gens emploient, avec lesquels les gens se sentent concernés. Nous ne nous servons pas des termes de notre formation, de nos études. Cela fait que les gens soient plus ouverts, plus disponibles quand on parle leur propre langage. Jenali au micro, je crois qu'on a perdu Jeff. Son écran s'est figé. Nous allons lui donner une minute pour voir s'il a pu réentamer. Voilà, Jeff est revenu. Jeff, nous vous avons perdu une seconde, vous êtes de retour. Ah oui, oui, oui. Bon, d'accord, Jenna au micro. Nous ne voulions rien perdre de ta sagesse. Jeff au micro. L'une des choses que je disais, c'était que ce que nous faisons ou ce que nous devons faire, c'est nous servir des mêmes mots que les gens utilisent, le langage parlé, l'argot que les gens utilisent, parce que nous voulons que les gens nous comprennent, nous voulons être compris, nous voulons être accessibles, nous ne voulons pas de langage aliénant. C'est un concept qui nous pousse à réfléchir de manière délibérée aux termes que nous utilisons. Vous m'avez entendu maintenant, Jenna au micro. Oui, 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 bien sûr, merci beaucoup. Kyle, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Kyle, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non. Kyle au micro. Pour commencer, je crois que je voudrais ajouter ce que Jeff a dit. Les mots sont vraiment puissants, ils provoquent un effet dans la vie réelle, dans le monde réel. Si nous revenons à la manière dont cela a été compris, je suis dans cette situation où je vais, je viens, il y a un espace très populaire où il y a eu une situation où quelqu'un exprime une opinion enfin, entre deux personnes qui avaient des rapports sexuels et c'était un acte qui était enfin perpétré par l'homme. Naturellement, on voit apparaître enfin les nombreux points de vue qui ont été exprimés, non pas le point de vue dominant, il y a bien sûr le consentement de la femme, mais l'homme aussi doit
donner son consentement pour que cela ne soit pas considéré comme une attaque sexuelle, une violence sexuelle. C'était une manière, une approche problématique de la question. Nous ne voulions pas avoir une approche trop légale, même si j'ai une expérience, j'ai beaucoup d'expérience dans le droit, mais je sais que c'est une approche problématique. Mais j'ai approché cette question en disant, oui, tu as raison, le consentement est refusé à cause de l'alcool, mais cela ne te rend pas moins responsable de tes actions parce que tu es ivre. C'était une façon d'aborder les questions. Nous ne rentrons pas dans la complexité du consentement ou pas et de ce que peut faire l'alcool pour altérer ou pas les capacités de chacun. Si moi je commets un assassinat quand je suis ivre, je commets de toute façon un assassinat. Et si je vole quand je suis ivre, je vole de toute manière. Donc, voilà sur quoi je veux insister. Une fois qu'on a établi cette conversation quant au consentement, on peut commencer à changer la mentalité et on commence à se poser des questions sur le fait de ne pas utiliser de mots d'expert, c'est-à-dire quand quelqu'un vous dit « je suis ivre, je suis bourré », enfin, ce n'est pas grave. Il faut se servir de la terminologie de tout, monsieur et madame tout le monde. Merci beaucoup, Antonia. Je ne sais pas si on a répondu à toutes vos questions. Génali est au micro. Alors, si nous pouvons faire une réunion de suivi après, et si vous voulez, nous pouvons continuer ce contact par mail, mais maintenant, nous devons finir. Et ceci est appliqué à tous ceux qui sont ici présents. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez continuer à participer, donc veuillez nous le faire savoir. Envoyez-nous des messages courriels et nous allons continuer à participer avec vous. Je cède encore une fois la parole à Bianca pour terminer cette réunion et je remercie Bianca d'avoir organisé ce séminaire en ligne. Merci beaucoup donc à vous toutes et à vous tous, Jenali, Kyle, Ringen et Jeff, ainsi qu'à toutes les participantes et à tous les participants pour avoir été ici aussi présents. Cela fait partie de l'apprentissage entre égaux. Donc, si vous êtes membre, vous pouvez vous rendre sur notre site web et s'il y a un projet que vous pourriez ou que vous voudriez partager concernant la violence sexuelle et sexiste en particulier, nous avons d'autres séminaires de la sorte en août. Donc, faites attention à cela. Et le 27, il y a une autre communication que nous allons envoyer avec d'autres organisations. C'est tout. Je vous remercie. Et comme Gina l'a dit, si vous voulez continuer à être en contact avec nous ou s'il y a des questions en particulier, nous vous prions de nous le faire savoir. Je vous remercie. Et nous allons nous retrouver sous peu. Nous remercions les interprètes aussi. Je ne sais pas comment elles ont fait. Merci beaucoup à vous tous. Au revoir.